Je vous propose que nous engagions nos échanges. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des personnes qui sont rassemblées aujourd'hui autour de ce webinaire de la Fondation Prospective et Innovation, présenter les différents intervenants que vous allez entendre. D'abord, Monsieur le ministre Kako Nubuko, qui au fond nous donne une expérience tout à fait originale, puisqu'il a été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo, mais il a été aussi directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'OIF. Il est actuellement doyen de la faculté des sciences économiques de Lomé et il a notamment publié, c'était il y a à peu près un an, je pense, l'urgence africaine, changeons le modèle de croissance, ce qui est un peu au cœur de notre réflexion d'aujourd'hui. Et pour animer ce débat, le nourrir et pouvoir échanger, nous avons le bonheur d'accueillir Jean-Michel Severino. Vous le savez, Jean-Michel Severino dispose d'une grande expérience de l'Afrique au plan général, comme celui des entreprises, et notamment de taille moyenne, dans lesquelles le fonds qu'il anime, Fonds Initiative des partenaires, investit. Il a une connaissance pratique. C'est sur ces sujets à la fois un croyant et aussi un pratiquant. Et quant à Étienne Giraud, c'est un peu la voix des entreprises très implantées en Chine. C'est le président délégué du CIAN. Il a naturellement beaucoup de convictions. Il croit dans les possibilités et les potentialités de l'Afrique et il a un discours toujours positif, utile à entendre dans ces périodes de scepticisme et d'incertitude. Nous sommes en effet, comme Serge de Gallet qui a organisé ce webinaire le disait en préparant, que nous avons fait un cycle de réflexion puisque tous les ans, la Fondation Prospective et Innovation engage un certain nombre de réflexions de manière continue. Nous faisons des colloques et des rendez-vous ponctuels, mais nous avons un travail continu et cette année, nous travaillons sur la thématique africaine et notamment en essayant de voir qu'est-ce que peut donner cette approche tripartite dont on parle beaucoup, c'est-à-dire la dynamique africaine, mais aussi la dynamique européenne et la dynamique chinoise, si toutefois il est possible de les conjuguer. Mais M. Nubuko a une vision pas forcément toujours très libre-échangiste, nous y reviendrons, et donc nous verrons si les questions de l'ouverture sont impératives aujourd'hui pour l'Afrique ou si au contraire il faut plutôt chercher des leviers de développement endogènes. Et donc, nous avons cette réflexion aujourd'hui pour essayer de trouver une perspective parce que dans ce contexte international, nous sommes évidemment très préoccupés par l'avenir de ce continent, le continent africain. Non seulement nous avons cette tension entre la Chine et les États-Unis, cette guerre froide qui est une occasion toujours de créer de nouvelles tensions, notamment en Afrique, où ce sont les deux principaux investisseurs qui s'affrontent quand même. Dans les 10 dernières années, c'est 120 milliards de dollars pour la Chine et 100 milliards pour les États-Unis. Et donc, on est grosso modo sur des masses relativement voisines d'investissement et une tension internationale qui va se développer et pour lesquelles l'Afrique, naturellement, est objet de tension, mais aussi l'Europe risque d'être un partenaire écarté du jeu international par ce duopole. Et donc, nous avons là un certain nombre de sujets d'inquiétude. Et puis, naturellement, il y a toutes les questions sociales qui sont déterminantes, aujourd'hui auxquelles s'ajoutent les questions liées à la Covid, mais sans cela, déjà, les défis sont extrêmement importants quand on mesure notamment le nombre de jeunes, ce milliard qu'il va falloir intégrer à l'économie africaine, à l'économie mondiale, et que s'ils ne sont pas afriqués, s'ils ne sont pas intégrés en Afrique ou ailleurs, on se retrouvera dans des situations qui sont des situations de très grande tension, et notamment tout ceci pourrait très bien servir le terrorisme qui sévit toujours partout, et donc nous voyons bien qu'on est là sur un sujet extrêmement important
Nous faisons partie, je pense, tous ceux qui sont autour de cette table aujourd'hui, de ceux qui pensent quand même que le destin de l'Europe et de l'Afrique sont complètement liés, que leur Afrique est un destin commun et qu'il n'est pas possible d'envisager le bonheur de l'Europe avec le malheur de l'Afrique ou réciproquement. Et donc, il est clair que dans ce contexte-là, l'essentiel est essayer de trouver une stratégie, une perspective. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole d'abord à M. Kako Nubukpo, parce qu'on va entendre sa vision. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Quelle est la perspective? Quels sont les grands leviers d'action? Pour quel grand chantier? Quelles grandes perspectives pour l'Afrique? Quelles sont-elles? Quel est le débat important aujourd'hui sur lequel il faut essayer d'avoir de la lucidité? Et à partir de cela, nous écouterons Jean-Michel Servino et Étienne Giraud qui viendront en commentaire de cette réflexion initiale que M. le ministre Nubukpo va nous présenter maintenant, s'il le veut bien. En tout cas, je le remercie beaucoup de sa disponibilité. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt son livre, beaucoup d'intérêt pour un livre notamment assez original, parce qu'on ne peut pas dire que c'est la pensée dominante, mais c'est une pensée décapante, et il est important pour nous d'y réfléchir. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous laisse la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci Serge aussi, Elisa. Bravo pour ce que fait la Fondation Prospective et Innovation. Donc, dans le quart d'heure qui m'a été généreusement imparti par Serge, je vais essayer de dire 4 séries de choses. Donc, sur les faits stylisés autour de la croissance africaine, ensuite les incertitudes, révélées notamment par cette pandémie de Covid-19. Après, parler de l'intégration régionale comme une réponse nécessaire, mais pas forcément suffisante, et finir sur des perspectives au-delà de l'intégration régionale. Et donc, sur les faits stylisés, à l'heure actuelle, je crois qu'il y a 3 qu'on peut mettre en évidence. Le premier, c'est que l'Afrique était sur un bon sentier de croissance. En 2018-2019, nous étions au-dessus de 3% de croissance du PIB. En 2019, c'était 3,2% du PIB. On avait des prévisions pour 2020 de 3,8% du PIB. Et là, avec cette pandémie, on craint une récession de 12% du PIB. Ça fait à peu près 300 milliards de dollars sur un PIB africain qui s'élève à 2600 milliards de dollars. Et donc, il y a un enjeu majeur. Le deuxième fait stylisé que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un fort contraste entre les 6 premières économies du continent, qui font 65% du PIB, donc le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, l'Angola et le Maroc, donc, qui font 65% du PIB africain, et les 48 autres économies qui font 35% du PIB. C'est-à-dire qu'avant la pandémie de Covid, on voyait déjà un essoufflement de la part des 6 premières économies africaines. Et donc, avec cette pandémie et la chute du prix du baril de pétrole, on voit que 3 de ces 6 économies qui dépendent vraiment du pétrole, le Nigeria, l'Angola et l'Algérie, vont vraiment souffrir. Et donc, ça va avoir un impact plus que proportionnel sur l'ensemble de l'économie africaine. Et donc, ça risque d'être l'arbre qui va cacher la forêt des 48 autres économies, dont certaines sont vraiment dynamiques, le Ghana, l'île Maurice, le Rwanda et quelques autres. Donc, je crois que ce fort contraste mérite d'être souligné. Troisième fait stylisé, c'est que les efforts africains en matière de croissance sont grevés par un dynamisme démographique qui est quand même autour de 2,6-2,8% par an de croissance démographique. Ce qui fait que quand on ramène le PIB par habitant, on est à 1%. Alors, se surajoute à cela de fortes inégalités. Parce que quand vous prenez l'Afrique australe, qui a le PIB par habitant le plus élevé de l'Afrique, autour de 3 331 $, vous avez également un indice de Gini, un indice d'inégalité de 52 contre 40 pour le reste du continent. Ce qui fait que la croissance africaine
en dehors d'être volatile, n'est pas suffisamment inclusive. Et donc, ces inégalités montrent qu'il y a des enjeux structurels auxquels viennent se rajouter les incertitudes liées au Covid. Et c'est le deuxième point de mon intervention. Je vois 4 principales incertitudes. La première, c'est sur la demande mondiale. Nous ne savons pas ce que va être la demande mondiale. Et pour nous, ça nous impacte à 4 niveaux. Sur les cours des matières premières, mais aussi sur les recettes touristiques. Vous savez que des économies comme le Sénégal vivent essentiellement du tourisme. C'est le premier poste de devise pour un pays comme celui-là. Et j'entendais ce matin le ministre sénégalais du Tourisme demander un plan Marshall pour le tourisme sénégalais. Et il y a également pour nous les transferts des migrants. La Banque mondiale estime qu'on va perdre 20% des transferts des migrants qui viennent en Afrique. Et enfin, l'avenir de l'aide publique au développement. J'ai vu que les derniers éléments en France montrent la volonté d'être sur un sentier de 0,55% du PIB en 2021-2022. Et ça, c'est notre espoir que cette crise n'engendre pas une baisse des montants d'aide publique au développement. Donc, sur ce bloc d'évolution de la demande mondiale, il y a une forte incertitude. Une deuxième source d'incertitude renvoie aux conditions de financement international. On a constaté juste avant le début de la pandémie que le quantitative easing et les politiques monétaires non conventionnelles que le monde développé a mises en place pour répondre à la crise des subprimes arrivaient à leur terme, quelque part. Mais avec la pandémie, on est reparti dans un autre cycle de création monétaire débridée, mais avec déjà des taux d'intérêt directeurs qui étaient zéro ou même négatifs. Bon. Donc, on ne sait pas trop ce que ces conditions de financement vont être dans les prochaines années. Alors, la troisième source d'incertitude, pour nous, c'est la dynamique de la dette africaine. La dette africaine a doublé en 10 ans. On est passé de 33% du PIB à 60% à peu près. Quand on compare à la dette européenne, on peut penser que c'est soutenable, mais quand on compare aux marges de manœuvre budgétaires dont nous disposons, on est proche de l'insoutenabilité de la dette africaine. Et on voit bien que dans cette dette africaine, il y a 2 éléments qui peuvent paraître quelque part contradictoires. Les investisseurs privés, dont 40% de la dette africaine est détenue par le privé, ce qui fait que dans le débat actuel sur les moratoires sur la dette, il y a des pays comme le Bénin qui refusent le moratoire parce qu'ils ont peur que leur signature soit dégradée sur les marchés internationaux. Et de l'autre côté, vous avez 29% de la dette qui est contractée auprès des multilatéraux. Et là, se jouent plus des questions de concessionnalité, s'assurer qu'on a des éléments d'au moins 35% et des taux d'intérêt inférieurs au taux du marché. Donc, il y a des discussions à l'heure actuelle sur l'attitude africaine à avoir par rapport à la dynamique de la dette. Et enfin, quatrième et dernière source d'incertitude, c'est l'insécurité. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais au-delà de l'insécurité, il y a les questions d'incertitude politique. Nous, en Afrique de l'Ouest, nous avons 3 élections importantes dans les prochaines semaines. Le 18 octobre à Conakry, en Guinée, donc le 31 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et puis au Burkina en toute fin d'année. Et donc, nous sentons des tensions monter par rapport à ces cycles électoraux et d'éventuels conflits post-électoraux que nous espérons éviter. Donc, vous voyez que la pandémie de Covid vient accentuer finalement ces 4 incertitudes et ça nous renvoie au thème de notre session, et c'est le 3e point de mon intervention, comment l'intégration régionale pourrait être une réponse idoine à tous ces facteurs d'incertitude. Moi, j'en vois 4. Je vois 4 éléments intéressants à mettre dans notre discussion.
Le premier, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure autour de l'insécurité et des incertitudes politiques, c'est que l'intégration régionale en Afrique pourrait permettre de constituer un cadre de mutualisation des risques. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, parce que quand on voit le mouvement des groupes terroristes, on voit que c'est une rationalité précoloniale. Les logiques territoriales des groupes terroristes en Afrique renvoient à des rationalités précoloniales. Boko Haram utilise les anciens royaumes du Borno au Tchad, les Sokoto, les différents Sokoto qu'on peut avoir au Cameroun, qu'on peut avoir au Niger. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. AQMI fait la même chose. Et donc, les États-nations ne sont plus des cadres pertinents pour gérer le risque sécuritaire. Donc, il faut vraiment qu'on aille dans l'intégration régionale et de façon tout à fait sérieuse. Deuxième élément intéressant par rapport à l'intégration régionale, c'est que ça pourrait être un cadre adéquat pour la relance économique. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous attendons 1 milliard d'habitants supplémentaires en Afrique dans les 40 prochaines années. C'est un marché intérieur inouï d'un point de vue du potentiel. Et donc, des initiatives comme la zone de libre-échange continentale pourraient permettre justement d'orienter la reprise africaine sur son potentiel intérieur et dépendre un peu moins de la demande mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très stimulant, en particulier dans la logique des accords de partenariat économique dont nous discutons avec l'Union européenne. C'est quelque chose qui me paraît important. Troisième avantage attendu de l'intégration régionale, c'est qu'elle pourrait être un cadre de solidarité agissante. En particulier, si on a l'idée d'un fédéralisme budgétaire, ou en tout cas un embryon de fédéralisme budgétaire. Parce que cette zone de libre-échange continentale que nous sommes en train de mettre en place ne pourrait être efficiente que s'il y a des transferts conséquents des pays qui sont déjà émergents vers les pays pauvres très endettés. Je donne un exemple tout bête. Quand la Gambie travaille pendant une année, le PIB gambien, c'est 24 heures de travail au Nigeria. Le Nigeria qui fait à lui tout seul 70% du PIB de toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, s'il n'y a pas de mise en place d'un système de transfert, il y aura difficilement une vraie intégration autour de la zone de libre-échange continentale. Et il me semble aussi que ça va être l'occasion d'insister sur ce que nous appelons les éléments de croissance endogène, c'est-à-dire insister pour que nous soyons dans les discussions avec le reste du monde au cœur de la question des règles d'origine. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le marché africain doit être en priorité servi par la production africaine. Et donc, toute la discussion autour des règles d'origine et du contenu local de la production d'au moins 60%, je pense que c'est une discussion intéressante à avoir avec tous nos partenaires, l'Europe, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et enfin, je trouve que l'intégration régionale peut être un cadre stimulant pour le narratif africain. Je trouve que le narratif africain, à l'instar du narratif chinois autour des nouvelles routes de la soie, a un creuset naturel dans le cadre de l'intégration régionale parce que le panafricanisme est finalement la matrice dans laquelle nous nous retrouvons tous. Vous savez qu'au début des années 60, il y avait deux groupes, ce qu'on appelait le groupe de Casablanca, qui était plutôt fédéraliste, autour de Kwame Nkrumah et Mohamed V, et puis le groupe de Monrovia, qui était plutôt gradualiste, autour du président togolais Sylvanus Olympio et du président libérien William Tolbert. Et donc, je pense qu'aujourd'hui,
dans le cadre de la vision prospective de l'Union africaine 2063, nous avons un creuset naturel de discussion pour une construction d'un narratif africain porteur. Et pour finir, Monsieur le Premier ministre, mon quatrième et dernier point concerne les perspectives africaines au-delà de l'intégration régionale, des choses auxquelles nous devons faire face indépendamment du processus d'intégration régionale. Comme je suis un peu bavard, j'en ai identifié 5, mais je vais aller très vite pour nous permettre de discuter. Le premier point, c'est que cette crise de Corona révèle les angles morts du développement africain, en particulier les questions de santé. Là, je vous parle de mon pays, là, du Togo. En matière de santé, nous avons 4 respirateurs artificiels. Nous n'en avons pas plus. Ça veut dire que nous savons déjà que si nous contractons le virus et si nous rentrons dans les formes graves, pour les 7 millions d'habitants que nous sommes, nous ne pourrons pas être soignés. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a un enjeu autour des objectifs du développement durable qui est clair. Nous devons développer nos systèmes de santé, les structures, mais aussi la formation des agents de santé. Ça me paraît fondamental. Et deuxième point important, qui est quand même lié au premier, c'est la formation de nos jeunes. Parce que nous ne pourrons pas gérer la question de l'insertion de nos jeunes si nous ne mettons pas un accent particulier sur leur formation. Nous attendons 600 millions de jeunes sur les 40 prochaines années, à raison de 15 millions par an, et nous ne pourrons pas, si nous ne développons pas l'adéquation formation-emploi, répondre à ce défi qui me paraît très, très important. Et le troisième point, qui est une des premières réponses à ce deuxième défi, c'est le financement de nos jeunes et des femmes, le financement des toutes petites entreprises, le financement des petites et moyennes entreprises. Moi, j'y suis particulièrement sensible parce que ma grand-mère maternelle n'a pu élever ma mère que grâce au petit commerce de bonbons qu'elle faisait entre le Nigeria, le Ghana et le Sud-Togo. Et donc, je vois ce qu'on peut arriver à faire à partir de ces TPE et de ces PME. On a l'obligation de structurer tout ça et d'en faire un vrai levier de croissance. Alors, l'avant-dernier défi que je vois, c'est la question d'une économie sobre en carbone et donc la valorisation des circuits courts. Nous, avec le confinement au Togo et dans d'autres pays africains, c'est la petite agriculture périurbaine qui nous a permis de nourrir les populations. Parce que il était devenu quasiment impossible d'importer à longue distance des biens et services du fait de la chute des modes de transport traditionnels. Et donc, je crois que dans le cadre des différentes COP, là, nous avons une occasion inespérée pour que l'Afrique démarre son process d'industrialisation en insistant sur la sobriété de l'économie. Et ça me ramène au dernier point que je voudrais mettre dans notre discussion, c'est que les chaînes de valeur mondiales ne devraient pas être des chaînes de dépendance pour l'Afrique. C'est-à-dire que nous devons travailler de sorte que notre insertion au sein du commerce international, au sein du système productif international, puisse se faire dans le respect d'un minimum d'équité et de solidarité. Ce que j'appelle finalement la construction d'un monde en commun, un monde où l'équité et la solidarité devraient être au cœur de notre ambition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et de cette réflexion un peu panoramique, hein, avec ces 4 incertitudes qui, au fond, ne sont pas si incertaines que ça, qui sont des réalités d'aujourd'hui, qui sont des incertitudes pour demain, mais qui sont quand même aussi bien les questions de demande que questions de dette ou d'insécurité. On est là vraiment dans des sujets qui sont des sujets déjà, je dirais,
qui font des cicatrices, je dirais, dans la perspective africaine. Et puis, je vois bien aussi tout ce qu'il y a comme levier pour l'intégration régionale. Je vais demander à Jean-Michel Severino son avenir un peu sur ce sujet, sur la perspective de la zone de libre-échange commercial qui fait beaucoup parler d'elle, mais dont on voit qu'elle est assez insuffisante d'une certaine manière, puisque vous allez vous-même, donc, dans une perspective d'intégration avec des initiatives, quand vous parlez du fédéralisme budgétaire, qui sont quand même des initiatives ambitieuses et qui sont très, très importantes, au fond, pour un peu changer cette idée. Je trouve que vous avez, de ce point de vue-là, une force de conviction, puisque c'est vrai qu'on ne mesure pas forcément, vu d'Europe, combien le terrorisme s'appuie sur des visions précoloniales. Donc on voit bien que cette perspective d'intégration peut être aussi une perspective un peu de défense, en tout cas de déstabilisation d'une pensée qui est structurée sur un passé révolu. Monsieur Severino, je vous laisse la parole bien volontiers en vous remerciant d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Encore, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. J'espère. Ouais. Donc, merci, Premier ministre. Merci beaucoup à vous, à Serge de Gallé, d'avoir organisé ce moment d'échange, un des nombreux moments excitants de réflexion que vous suscitez. Et merci donc aussi à Kako d'avoir non seulement délivrer cette brillante introduction avec laquelle je suis d'accord en tout point, mais aussi d'avoir écrit le livre remarquable, qui est un peu l'occasion, le prétexte aussi de notre rencontre, et que je recommande bien sûr à tous nos auditeurs. C'est de loin un des meilleurs ouvrages qui soit paru sur l'économie africaine ces dernières années. Et c'est bien que Kako y exprime des visions personnelles, pas simplement une présentation académique de la situation économique du continent, parce que ces visions personnelles, avec lesquelles on n'est pas obligé d'être toujours d'accord, mais qui sont toujours intelligentes et toujours inspirantes, permettent de faire avancer le débat et la réflexion sur les politiques économiques. Alors, vous m'avez effectivement incité à continuer la discussion, Monsieur le Premier ministre, sur la question de l'intégration régionale. Et en fait, je vais le faire un peu en deux temps. Le premier, en essayant d'expliquer pourquoi en prolongeant en fait les arguments de Kako pour essayer d'expliquer pourquoi cette intégration régionale est plus importante que jamais dans le moment de l'économie mondiale que nous traversons, et aussi pour en fait solliciter Kako sur la question centrale, qui est pourquoi elle n'arrive pas à se mettre en œuvre dans les conditions que l'urgence économique, d'une certaine manière, demanderait. Alors, je vais bien sûr faire allusion à la crise du Covid, on est obligé de le faire, mais je voudrais me situer dans un temps un tout petit peu plus long des transformations structurelles de l'économie mondiale et du continent africain. Je crois que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'écroulement depuis une dizaine d'années, on va dire, et qui va se prolonger, je crois, de manière définitive, des perceptions, des constructions, des modèles de développement tels qu'ils étaient largement partagés dans la sphère financière internationale, mais aussi en Afrique. Et il y a au moins quatre raisons pour ça, qui toutes vont dans le sens de l'urgence de créer une économie intérieure, continentale, puissante en Afrique. Bon, la première d'entre elles, c'est la fin du pétrole cher. Alors, c'est un sujet bien sûr controversé, parce que nous avons cru pendant longtemps que la fin inéluctable du pétrole, qui est liée au grand mouvement stratégique, qui va peut-être mettre 50 ans, 60 ans, 100 ans à arriver, qui est la décarbonation des économies, cette fin du pétrole coïnciderait avec des prix élevés du brut. Et ça rassurait beaucoup les grands producteurs de pétrole africains. Et Kako a rappelé à juste titre que les trois plus grandes économies, deux des trois plus grandes économies du continent,
4 des 6, donc l'Algérie, le Nigeria, l'Angola, sont dépendantes forcément du pétrole. Et en fait, aujourd'hui, enfin, depuis maintenant un certain nombre d'années, la conjoncture économique africaine est profondément divisée en un petit nombre de producteurs de pétrole, matières premières minérales, on va dire, incluant le gaz dedans, qui ont connu des taux de croissance significatifs et qui ont fait l'essentiel du PIB et de la balance des paiements africaine, et le reste du continent, qui vit en fait sur un régime en partie d'exportation de matières premières agricoles, mais aussi beaucoup sur leurs économies intérieures. Donc, ce qui veut dire que si on croit que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire économique où, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, en fait, la fin de la décarbonation des économies va coïncider au contraire avec un pétrole bon marché, à ce moment-là, l'Algérie, l'Angola et le Nigeria sont morts. Et en tout cas, ne peuvent plus prétendre à être les moteurs de la croissance du continent africain sur le modèle économique qui a été le leur. Et d'une manière générale, c'est une vision de la croissance par l'exportation qui s'effondre. Alors certains diront pour le meilleur, mais en tout cas, c'est clair que les impacts PIB sont là depuis maintenant plusieurs années et pourraient le rester sur une très grande période. La deuxième raison, c'est la transformation profonde de des chaînes de valeur. Alors, nous avons connu un moment, depuis la crise des subprimes, où on a pensé que le continent africain pourrait se substituer à la Chine en tant que réservoir de main-d'œuvre et atelier des économies occidentalisées. Les salaires chinois augmentaient, la Chine était sommée de restructurer, de mettre fin à ses excédents de commerce extérieur et en tout cas de balance des paiements. La Chine elle-même s'était lancée dans une stratégie concentrique d'exportation, d'expulsion de ces industries les plus polluantes et les moins productives, les moins compétitives, celles reposant sur les coûts de main-d'œuvre les plus bas, vers l'Asie du Sud, un peu l'Asie du Sud-Est, surtout l'Asie du Sud, et les ondes arrivaient jusqu'à Madagascar, au Kenya, en Éthiopie, etc., comme on l'a vu. Et il y avait beaucoup de questions sur le fait de savoir si cette onde allait encore se propager et si, du coup, il y avait un sens à penser les stratégies de développement du continent africain en tant qu'exportateur manufacturier qui aurait travaillé soit pour les Chinois, soit directement se serait substitué aux Chinois pour les acheteurs occidentaux. Et en fait, cet espoir, il est devenu, sinon effondré, du moins très fortement atténué, pour des raisons macroéconomiques qui tiennent aux stratégies économiques des pays industrialisés, la saturation d'une certaine manière de leur capacité de délocalisation de leur chaîne de production, mais aussi un mouvement auquel on est en train d'assister, qui est un mouvement de relocalisation des industries. Ce mouvement n'a rien à voir avec le nationalisme ambiant, il a tout à voir avec la robotisation et l'informatisation, et le fait qu'aujourd'hui, dans des segments croissants du monde de l'industrie, les coûts de main-d'œuvre deviennent marginaux et la possibilité est donc offerte de rapatrier les activités de production manufacturière proches des marchés, ce qui est l'endroit le plus logique et ce qui est cohérent avec une forme aussi de démarche écologique, puisque ceci permet de raccourcir les chaînes de transport, encore fortement dépendants d'énergie carbonée. Et donc, au fond de toute la réflexion sur ces chaînes de valeur mondiale ne reste que l'hypothèse autour de l'exportation des hommes. Parce que vous savez que, au fond, les chaînes d'export, de croissance par l'export, dans les 30 dernières années, ont reposé pour les pays du Sud sur la possibilité d'exporter soit des matières premières, soit des biens manufacturés, soit des services, soit des hommes. Et des pays comme les Philippines, le Mexique, etc., sont faits des champions de l'exportation des hommes et du rapatriement des capitaux vers les pays. Et donc, ces stratégies d'exportation des hommes
rencontre des limites importantes parce que tous les pays industrialisés se sont mis à ériger des barrières puissantes contre la migration. Et celle-ci va sans doute continuer, mais sans doute au compte-gouttes. Et donc, il est assez peu probable que le continent africain puisse exporter massivement son personnel, comme l'ont fait un certain nombre de pays asiatiques ou latino-américains, pour financer leur balance des paiements. En revanche, on voit émerger effectivement, et ça c'est quelque chose qui pourra peut-être prendre place et prospérer, des stratégies de plus en plus audacieuses à travers la planète, qui ont débuté dans des pays comme l'Inde, mais se sont répandues et aujourd'hui se répandent en Afrique, d'exportation de services. Là, le sujet, et on verra quelle sera la capacité de réaction des économies occidentalisées, parce que ces stratégies d'exportation des services, au fond, attaquent l'emploi occidental plutôt dans les personnels moyennement qualifiés, les cadres moyens, les personnels, les techniciens, des catégories de personnes qui étaient assez largement en dehors de la compétition internationale avec les pays du Sud. Et aujourd'hui, on voit par exemple sur Internet, si ça vous amuse, je pourrais vous revenir sur des exemples spectaculaires à mon sens, d'initiatives qui démontrent la possibilité de ces stratégies. Mais voilà, combien est-ce que ces stratégies seront véritablement performantes, resteront-elles sans réaction politique est une grande question. Je vais accélérer, mais je crois que ces points sont importants. Je crois qu'un troisième facteur transformateur de cette exposition externe de l'Afrique est, à mon sens, l'affaiblissement sans doute structurel et de long terme de la Chine comme financeur de ces économies, pour des raisons là aussi structurelles. La Chine n'a plus d'excédent de balance des paiements massif du fait des transformations de ses système intérieur. Elle rentre dans une période où les moyens budgétaires lui sont également davantage comptés. Elle mobilise aujourd'hui ses moyens budgétaires vers la relance interne. Et on l'a vu ces dernières années, les crédits budgétaires affectés à la route de la soie et même les pratiques de prêt consenties par la Chine au travers de la route de la soie ont tendance à se resserrer. Et le spectre géographique à être davantage ciblé. Bref, la Chine est beaucoup plus économe. Et la question est de savoir quel rôle l'Afrique, sur le long terme, au-delà des discours politiques qui restent extrêmement proactifs aujourd'hui, quel rôle l'Afrique va avoir dans la stratégie chinoise, dans un contexte où la Chine va elle-même être moins dépendante des hydrocarbures sur long terme, c'est son objectif. Et or, c'est d'abord en Afrique, c'est aussi en Afrique qu'elle va chercher ces hydrocarbures, c'est une motivation importante de ces financements. Et quel rôle donc, et quelle capacité financière elle va avoir, en tout cas sans doute beaucoup plus mesurée. Et du coup, l'insertion de l'Afrique dans la chaîne de valeur chinoise est quelque chose qui pose des questions qui n'étaient pas le cas auparavant. Et enfin, je terminerai sur un facteur plus positif, ce qui est aussi remarquable, c'est l'essor quasiment structurel et obligatoire des marchés de capitaux africains dans le contexte. Même dans un contexte de croissance modérée, le continent africain arrive aujourd'hui à des niveaux de PIB significatifs. D'ici à 2050, même avec des taux de croissance à 3-4%, dont et mettons vraiment de côté la crise Covid, qui est un moment particulier, l'Afrique, le continent africain va bâtir un PIB à peu près de la taille du PIB européen, de l'Union européenne à 27, et avec des taux d'épargne qui sont aux environs de 20%, par exemple, nous allons inéluctablement, même avec une population jeune, mais qui vieillit quand même petit à petit, avoir une constitution de masse d'épargne qui va représenter un fait structurel complètement nouveau et qui va chercher à s'employer d'abord sur le continent africain dans une logique de proximité, comme tous les marchés financiers cherchent à le faire. Alors tout ça, ça renvoie, ce sont des motifs puissants que je voudrais ajouter au plaidoyer de Kako pour penser que la construction, l'exploitation du formidable marché intérieur qui est suscité par la croissance démographique africaine est la réponse numéro 1 à ces défis. Et c'est quelque chose qui est bien compris et qui est connu des entreprises. Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé que je dirige un fonds d'investissement qui est exclusivement investi dans les startups et les PME africaines. Nous avons aujourd'hui à peu près 150 sociétés en portefeuille
sur le continent, de Dakar à Madagascar, en passant par les pays anglophones comme le Ghana, le Nigeria, le Kenya, donc pas uniquement en Afrique de l'Ouest. Et ce qui me frappe, c'est que d'emblée, les stratégies de nos entrepreneurs sont régionales ou sous-régionales, parfois continentales, même à l'échelle de ces PME. Je vous en donne très rapidement 3 très brefs exemples. Nous avons investi dans une société qui fait de l'aménagement, de la conception, de l'installation et de la maintenance de systèmes hydrauliques, donc pour les grandes exploitations agricoles. C'est une société qui est née dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le cadre des grands programmes agricoles du Sénégal. Très rapidement, elle s'est implantée en Côte d'Ivoire. Très rapidement, elle est allée chercher des marchés au Ghana, en Guinée. Elle a, dans une logique de niche, où le marché finalement est assez rapidement saturé sur le plan domestique, des entreprises de ce type vont chercher à prolonger leur niche dans des pays voisins, et les entrepreneurs ne sont plus dans les logiques des années 60-70, où au fond, ils cherchaient à construire un conglomérat national en se diversifiant d'activité en activité. Là, au contraire, ils recherchent la spécialisation, la performance dans un univers compétitif, et donc ils vont chercher plutôt la niche sur un très grand nombre de pays. Je cite un deuxième exemple parce qu'il est typique aussi de transformation radicale. Nous avons investi dans une société pharmaceutique en Côte d'Ivoire qui fait des solutés massifs et liquides de perfusion. Là aussi, la société était à l'origine conçue comme devant vendre principalement à la pharmacie centrale des hôpitaux ivoiriens, puisque c'est un produit d'abord hospitalier, mais très rapidement, elle a vendu au Burkina, puis elle a vendu à la pharmacie centrale du Mali, et elle continue son cheminement régional. Nous avons investi également en start-up dans une société qui fait des arômes et qui est au Kenya, alimentaire. C'est une constitution importante de toute la chaîne de l'agroalimentaire. Ces arômes qui sont constitués à partir de produits domestiques, la société, donc un marché de niche, la société est tout de suite, dès ses premières centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, on parle vraiment de ça, et ses premières dizaines de salariés est allé les chercher au-delà du Kenya, en Ouganda, mais aussi au Cameroun, mais aussi au Nigeria, et ainsi de suite. Donc d'emblée aujourd'hui, nos entrepreneurs africains, les entrepreneurs africains, même à des stades modestes de leur extension, ont changé complètement de dynamique économique. Encore une fois, ils ne sont plus dans les logiques de conglomérat et ils cherchent ces marchés régionaux, ils cherchent à aller chez les voisins. Alors, d'où la question par laquelle je termine, mais pourquoi Kako ceci suscite-t-il aussi peu de réactions politiques? Parce que, enfin, qui croit aujourd'hui à cette zone de libre-échange continentale? Tout simplement, les Africains sont aussi doués et aussi peu doués que le reste de la planète. Et là où l'ASEAN n'a pas réussi, là où l'Union européenne a connu un cheminement dans la douleur, c'est très difficile d'imaginer que les Africains, par un génie particulier, arriveraient à rassembler 54 pays dans une zone de libre-échange avec les conflits d'intérêts majeurs qu'il y a entre les économies. Donc, pourquoi se réfugier dans cette idéologie alors que la construction régionale est à leur porte, que la SADC, que la zone économique de l'Afrique orientale, que la CEDEAO ou l'UEMOA offrent des potentiels d'action avec des nombres d'acteurs plus restreints, des complémentarités qui sont évidentes, répondent à des besoins industriels massifs, et il suffit de constater aujourd'hui cette forme face à questionnement structurel que j'évoquais, et du coup cette demande entrepreneuriale très forte, l'extraordinaire indigence ou l'extraordinaire lenteur, on va dire, de cette construction des marchés. Aujourd'hui, au-delà dès qu'on dépasse le niveau des mots, c'est très difficile de franchir les frontières, la prédation reste omniprésente, les coûts de transport restent extrêmement élevés, les tarifs douaniers sont en fait appliqués même quand ils ne devraient pas l'être, et la plupart des institutions qui accompagnent ces marchés sont dysfonctionnelles. Les pays, par exemple, lorsqu'il faut faire des transferts de ressources de pays à pays dans le cadre des taxations à l'entrée de la zone, n'opèrent pas ces frontières, donc les créances croisées ou les dettes d'un certain nombre de pays vis-à-vis des autres sont importantes. À un certain moment, la Côte d'Ivoire, c'est même une championne de l'endettement vis-à-vis de tous ses pairs dans la région, puisque c'est le principal poste de prélèvement à l'entrée de l'UEMOA, etc. Bref, alors des tas de prétextes sont toujours avancés, il y a des prétextes budgétaires, mais on est
perdus, perplexes, et les entreprises avec lesquelles je travaille sont profondément perturbées et affectées par la lenteur des progrès sur un terrain aussi essentiel. Et nous cherchons tous, au fond, et moi-même je le dis avec sincérité depuis des décennies que je travaille sur le continent maintenant, des explications au faible progrès, je dirais, de cette coopération entre voisins sur le terrain face à des motivations qui sont aussi puissantes. Et ça, je vais donc terminer par cette interpellation amicale, parce que en tant qu'à la fois fin observateur du territoire économique, mais aussi ancien membre de gouvernement, Kako, tu as une expérience de l'intérieur, intime, de la fabrication de ces politiques publiques, et peut-être tu pourras nous éclairer, et c'est une façon pour moi de te faire prolonger les propos de ton ouvrage, sur ce livre, sur ce sujet, qui sont très convaincants. Au fond, qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour aider les États? Quelle démarche locale, internationale, pourrait pousser à une construction plus dynamique sur un sujet dont on voit bien qu'il est devenu chaque année plus important dans le cadre de ces grandes transformations macroéconomiques mondiales dans lesquelles l'Afrique est enserrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de choses très importantes, des perspectives comme l'exploitation des services, des visions sur l'évolution de la Chine. On parle beaucoup des menaces grandissantes et en fait là, la vision de Jean-Michel Severino, c'est qu'on est dans une donne un peu nouvelle pour la Chine et donc peut-être des menaces qui vont changer. En tout cas, ce ne sera pas forcément la croissance des moyens budgétaires qui permettront à la Chine de développer son implantation en Afrique. On voit beaucoup de sujets qui sont posés. Peut-être qu'il faudrait distinguer, mais là, c'est une réflexion que je pose à vous deux, à Kako comme à Jean-Michel Severino. Au fond, on constate quand même, en effet, cette faible coopération qui est quelque part un peu mystérieusement pathologique, et puis d'autre part, quand même, des progrès en matière de libéralisme, je dirais plus exactement au sein de la vision multilatérale des choses. C'est-à-dire disons plutôt un progrès du multilatéralisme. L'Union africaine, le multilatéralisme régional, finalement, quand on regarde dans le monde tout ce qui se passe, on voit que c'est peut-être en Afrique que le multilatéralisme régional peut progresser le plus et a peut-être le plus progressé. Donc on se trouve peut-être là dans une sorte de paradoxe où le multilatéralisme pourrait avancer, mais la coopération reste extrêmement faible, et notamment donc, dans cette perspective d'intégration. Après avoir vu l'opinion de Jean-Michel Severino et son interpellation sur laquelle tout à l'heure Kako pourra revenir, mais la parole aux grandes entreprises, notamment avec Étienne Giros, mais aussi avec sa grande expérience de l'Afrique, sur ce scénario d'intégration, comment voyez-vous les choses, cher Président? Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis très heureux d'avoir, et merci à Serge d'avoir organisé cette séance. Je suis heureux de débattre avec mon ami Kako, avec lequel j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger sur les plateaux et en général sur les questions monétaires et du franc CFA. Et je remarque et je note que malgré l'étendue de nos discussions ce matin, la question monétaire n'a quasiment pas été évoquée. C'est une nouveauté. Peut-être que ça veut dire que les choses évoluent dans le bon sens. Et merci aussi à Jean-Michel d'avoir évoqué et terminé son propos sur le sujet et la vie des entreprises. Si vous me permettez, comme beaucoup de choses ont été dites, et je suis grosso modo en tant que représentant des grandes entreprises, mais aussi des petites, et donc des entités qui créent la richesse et qui sont sur le terrain et qui en réalité mettent en œuvre toutes ces politiques économiques, vous me permettrez de réagir et d'apporter quelques petits points ou quelques avis sur ce qui a été dit jusqu'à présent. D'abord, un petit point, Kako, tu as commencé sur l'effet de la pandémie. Un petit point pour dire que j'ai des chiffres tout à fait récents. À la surprise quasi générale, l'effet de la Covid a été beaucoup moins fort en Afrique qu'attendu. Je vais vous citer 2-3 chiffres. Il y a, même s'ils sont peut-être sous-évalués parce que le comptage des personnes touchées n'est peut-être pas parfait, mais il y a aujourd'hui, où nous parlons, 130 000 personnes positives sur le continent africain. Je rappelle qu'il y en a 3 millions dans le monde. 130 000 pour 3 millions dans le monde.
Et deuxième chiffre, nous enregistrons aujourd'hui, peut-être là aussi c'est sous-évalué, mais nous enregistrons 33 000 décès en Afrique, ce qui est exactement à peu près, grosso modo, la quantité des décès en France. Et ce chiffre est à rapprocher du million de décès de la Covid officiellement dans le monde, qui probablement est sous-évalué et qui est peut-être plus proche de 1,5 million à 2, 33 000 en Afrique, et qui est aussi surtout à rapprocher du nombre de décès dus au palu, à la tuberculose et au sida, qui est de 2 millions. De 3 millions, pardon, en Afrique, 3 millions. Donc, c'est dire que l'impact de la Covid est assez faible. On en connaît les raisons, probablement la jeunesse de la population, et deuxièmement, l'immunité croisée dont bénéficie la population africaine du fait d'autres maladies auxquelles ils sont confrontés depuis longtemps. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, Kako, tu as parlé à juste titre de la croissance africaine non inclusive. Je crois que j'aime bien aussi rajouter sur l'élément suivant, c'est que la croissance africaine, elle est due largement en matière première parce que l'Afrique ne crée pas suffisamment de valeur ajoutée. Elle ne crée pas suffisamment de valeur ajoutée et donc elle n'a pas assez d'industrialisation parce qu'elle n'est pas compétitive. Et le sujet vient de là. Et donc, il faut travailler sur la compétitivité des économies africaines. Je cite souvent le cas d'une entreprise qui veut s'installer. Assez souvent en Afrique, comme l'environnement n'est pas toujours favorable, il faut qu'elle commence à se créer une route, à former ses employés, à mettre en place un système de sécurité sociale ou un hôpital, etc. Et donc, la compétitivité générale des économies nuit à la création de valeur ajoutée et donc à cette économie non inclusive. Troisième observation que je voudrais faire sur une chose très importante qu'a expliqué très brillamment Jean-Michel, en expliquant que probablement ce qui a été un moment un rêve encore tout récent du transfert de la fabrication industrielle des différentes zones du monde en Afrique, qui deviendrait un peu l'atelier de la planète, est sans doute illusoire du fait de la décarbonisation que nous avons à vivre, et deuxièmement, des coûts que cela engendrerait. Et je crois que la réponse apportée par Jean-Michel, qui est que ceci pourrait se passer dans le domaine des services, est tout à fait exacte. Je vais citer un exemple pour ça, mais je note que les services sous-traités à l'Afrique n'ont pas d'impact carbone, puisqu'ils n'ont pas besoin de se transporter, tout se passe par Internet ou le digital, en général. Et donc, c'est un élément tout à fait nouveau et à travailler. Je pense que c'est une piste très sérieuse. L'exemple que je voulais donner est celui d'une grande banque française très implantée en Afrique, qui est la Société Générale. Savez-vous que la Société Générale, qui travaille beaucoup sur le système du money banking, qui se développe beaucoup en France, c'est-à-dire le paiement, la dématérialisation totale des paiements par des cartes de crédit, c'est très très largement usité en Afrique, par exemple à 70% à peu près au Kenya. Eh bien, il faut travailler beaucoup sur des systèmes informatiques, et tout le système informatique et le laboratoire informatique qui développe ça pour la Société Générale a été installé en Afrique et plus précisément au Maroc, notamment avec beaucoup d'informaticiens africains. C'est une décision qui a été prise. Voilà un exemple. Et ils sont sortis de leur grand atelier informatique européen basé en France. Donc, c'est un exemple qui montre que l'internationalisation des services vis-à-vis de l'Afrique est tout à fait possible. Maintenant, pour ne pas être trop long, je voudrais dire 2-3 mots de l'intégration économique. Je ne vais surprendre personne en disant que nous, les entreprises, nous sommes très, très en faveur de l'intégration économique. Essentiellement pour 2 raisons. Une raison qui n'est pas souvent ou insuffisamment citée sur la difficulté pour les entreprises d'investir. On dit souvent que les entreprises manquent de dynamisme ou de courage pour investir en Afrique. Elles sont confrontées à un sujet très important qui est la taille des marchés. C'est un petit peu mon dada, mais les marchés africains, compte tenu de la morcellisation des pays, sont petits. Investir dans le pays de Kako, le Togo, investir au Bénin, investir même au Rwanda, ce sont des petits marchés où il y a peu de consommateurs. Et quand l'investissement nécessite la construction d'une usine ou d'un réseau, ou de lutter contre la mauvaise productivité locale en s'équipant davantage, eh bien souvent, l'amortissement de cet investissement n'est pas possible sur le petit marché. Et on se heurte à la limitation des frontières.
Et donc, l'augmentation de la taille du marché est absolument cruciale. J'ajoute que tout investisseur qui se respecte, et Jean-Michel le sait bien avec ses investisseurs, confronte au moment de la décision d'investissement deux notions. Celle de ce que va lui rapporter son investissement et la taille de ce qu'il va investir, avec le risque qu'il va prendre ou le sentiment du risque qu'il va prendre. Et comme chacun sait, l'Afrique a une image de risque assez élevée. Et donc, cette confrontation du risque et de la taille de ce que ça peut rapporter est souvent négative, et à la fin de la journée, l'investisseur renonce à son investissement. Et donc, dans cette balance de ces deux confrontations, de cette confrontation, si vous augmentez la taille du marché, vous augmentez la taille du bénéfice à la fin de la journée, et par conséquent, on risque d'augmenter les investissements. Ça, c'est un deuxième point. Et puis, l'autre chose que je voulais signaler aussi, c'était évidemment les économies d'échelle. Tout le monde sait que dans l'industrie, l'industrialisation passe par la productivité et donc les économies d'échelle. Que chaque pays, quelle que soit sa taille, ait une cimenterie, que chaque pays ait des centrales électriques, etc., on voit bien l'incohérence de ces choses-là. Et donc l'économie d'échelle, ce n'est pas la peine de faire des grands développements, c'est un facteur très positif aussi pour l'intégration régionale. Donc nous poussons beaucoup pour l'intégration régionale et nous pensons que ce n'est pas de la grande théorie économique que je fais, mais je peux vous dire que dans les décisions pratiques d'investissement, de création d'emplois et donc de lutte contre la pauvreté et d'enrichissement de l'écosystème, c'est très important. Alors, je pense que du point de vue du praticien, nous voyons plusieurs obstacles à surmonter pour réussir cette intégration régionale. Le premier obstacle, ce sont les nationalismes. Il est difficile pour nos pays africains, et comme ça a été difficile aussi pour l'Europe, d'abandonner la notion de frontières propres et d'adopter le système de frontières communes. On sait la difficulté qu'on a eu en Europe pour le faire, mais ça sera aussi difficile pour l'Afrique de dire, ben voilà, on va adopter le même tarif douanier commun, on va adopter les mêmes règles communes à 10, 15, 20 pays. C'est une difficulté à surmonter, il faut une volonté politique pour le faire. L'autre exemple, c'est l'adoption de droits de douane uniques. Quand vous prenez les différentes zones économiques africaines, les droits de douane sont différents. J'imagine, ou je présage, qu'il y aura des batailles sanglantes pour adopter des régimes douaniers communs. C'est un obstacle qui est très pratique, mais s'il n'y a pas une volonté politique forte et partagée, ça ne marchera pas. Donc, premier obstacle, les nationalismes. Deuxième obstacle, la bureaucratie et les procédures. Nous sommes, nous autres entreprises, et Jean-Michel l'a mentionné, nous sommes harassés par les procédures, la bureaucratie, les papiers à remplir, de multiples fois, souvent pour des raisons inutiles, qui ralentissent les transferts interpays. Je rappellerai que pour transporter une marchandise de Douala au Cameroun à Bangui en Centrafrique, il y a 1370 km entre ces deux villes, il faut en moyenne 70 jours. Je ne parle pas de la situation de simili-guerre à Bangui, c'était comme ça avant aussi. 70 jours. 1300 km en Europe, vous le faites, si tout va bien, en une journée et demie. Donc, on voit bien que ça, c'est un frein énorme, notamment pour les biens périssables. Donc, les douanes, la régulation et évidemment, ça a été cité aussi, la corruption. Et enfin, dernier défi, le système de transport. Et tout ceci est intimement lié. Tout le monde connaît le nombre de compagnies aériennes régionales qui ont voulu naître en Afrique et qui, au bout de 3-4 ans, ont fait faillite. Tout le monde connaît le nombre de sociétés de transport maritime sur les fleuves qui rentrent vers l'intérieur, vers l'Interland, qui ont dû fermer faute de marchandises ou plutôt sous la pression de la bureaucratie. On voit donc bien que l'augmentation de la taille de ces marchés va permettre de développer un système de transport, mais aussi le développement d'un système de transport va permettre l'émergence de ces grands marchés. Je voudrais aussi citer deux ou trois derniers points très brièvement, simplement les citer. C'est la réduction du secteur informel. Chacun sait qu'en Afrique, à peu près 80 à 90% des travailleurs travaillent dans le secteur informel. Et grosso modo, 50% de la richesse ou du PIB provient du secteur informel. C'est à peu près ça les chiffres. Le secteur informel est quelque chose d'absolument essentiel et qui fonctionne, somme toute, assez bien. Mais on voit bien que ça a deux inconvénients.
il n'y a pas de couverture sociale pour ceux qui travaillent dans le secteur informel. Et deuxièmement, c'est un manque à gagner énorme pour l'État, puisqu'il y a peut-être des prélèvements, mais en tout cas, ils ne vont pas dans le budget de l'État et dans le budget social du pays. Et donc, il faut, grosso modo, et petit à petit, amener le secteur informel de plus en plus vers le secteur formel, avec tous les avantages que cela comporte. Il ne faut pas le faire d'un seul coup, brutalement, parce que ça ne peut pas marcher. Il faut le faire petitement, en augmentant un tout petit peu les impôts au fur et à mesure pour montrer aux opérateurs économiques que ceci a un avantage. Ça, c'est important parce que je pense que le secteur informel vit largement de ces systèmes actuels de séparation des pays et de non-intégration régionale. Et donc, il faut bien voir que l'intégration régionale va déranger des situations acquises. Jean-Michel l'a fait comprendre aussi tout à l'heure. Je pense que beaucoup de gens, au fond, profitent de ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de trafic et beaucoup d'opérateurs informels. Et donc, il faut bien aussi avoir conscience, me semble-t-il, que l'intégration régionale dérange des situations acquises. Et donc, il faut les affronter de face. Et puis enfin, la dernière remarque est la suivante. Et je rebondis sur la fin aussi de l'intervention de Jean-Michel qui disait, mais au fond, nous avons une ambition énorme de faire l'intégration régionale du continent africain avec la zone économique de libre-échange, la ZELCA. Nous avons aujourd'hui 6 ou 7 zones économiques déjà constituées. Et moi, si je pourrais faire une recommandation, ce serait la suivante. Commençons par être modeste dans la taille des intégrations régionales. Faisons-le région par région ou zone par zone, car intégrer le Nigeria avec les pays, par exemple, de la zone franc, ou intégrer l'Afrique australe avec des pays de l'Afrique de l'Est, ça risque d'être plus compliqué que si on va d'abord franchir des étapes plus rapides dans des zones plus petites pour après rapprocher les autres. Voilà. Donc, Monsieur le Premier ministre, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous souhaitez garder de la place au débat, mais c'est des petites touches que j'ai voulu apporter en sachant que je crois quand même que, grosso modo, on poursuit tous le même objectif. Merci beaucoup, Étienne. C'était en effet très important de bien identifier, notamment à la fin, les différents obstacles à l'intégration. Mais il y a peut-être un obstacle qu'on a mis entre parenthèses dès le départ, parce qu'on considère la situation hors Covid. Mais l'impact du Covid, non pas sur l'Afrique, mais sur notamment l'Europe, est-ce que ça ne fait pas un obstacle supplémentaire avec une forme de désintéressement de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique? Le grand danger qui risque de nous arriver, c'est qu'au fond, la situation qui va être extrêmement violente en Europe et qui l'est moins qu'attendue, heureusement, en Afrique, néanmoins, ça va concentrer les pouvoirs publics, les sociétés politiques et démocratiques, mais aussi les investisseurs, concentrés sur les problèmes européens, et on risque d'avoir une forme d'indifférence ou d'innocence à la perspective africaine, qui est quand même quelque chose de très dangereux, parce qu'on voit bien que Étienne Giraud, Michel Severino, Serge de Gallé et quelques autres sont engagés depuis longtemps dans une prise de conscience de notre destin commun avec l'Afrique. Mais moi, je crains beaucoup qu'au fond, dans cette nouvelle donne, les égoïsmes allant souvent de pair avec les crises, finalement, l'Europe s'occupe d'abord de son espace européen et finalement considère que tout ça, c'est bien loin et que l'on doit laisser la perspective aux Africains. Donc, je pense que c'est aussi une circonstance qu'il faudrait évoquer, car on ne peut pas tout à fait mettre la Covid entre parenthèses aujourd'hui, tellement elle est menaçante, en tout cas pour nous, Européens. Comment vous réagissez à cette interpellation d'une part de Jean-Michel Severino, mais aussi à ces observations d'Étienne Giraud? Monsieur le ministre, cher Kako. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci Jean-Michel et Étienne pour vos contributions très stimulantes. J'ai pris bonne note des éléments que vous avez mis dans le débat. J'ai essayé de les synthétiser et en plus, il y a une préoccupation de Monsieur le Premier ministre que j'ai également prise en compte. Et donc, ça me fait 7 points, mais très, très rapides. 4 par rapport à Jean-Michel,
un point par rapport au Premier ministre et deux par rapport aux préoccupations d'Étienne. Donc, Jean-Michel posait la question de savoir finalement pourquoi l'intégration régionale constituait finalement une arlésienne en Afrique. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, moi, qui me frappe, mais en tant qu'ancien ministre, c'est vraiment la dictature des urgences. Je parle sous le contrôle de Monsieur le Premier ministre, mais quand vous êtes au gouvernement, le long terme, c'est la semaine prochaine. Et effectivement, la pandémie de Corona accroît cette dictature des urgences. Nous avons des marges de manœuvre budgétaires et monétaires très faibles et les flux d'aide publique et au développement sont assez volatiles aussi. Et donc, les réponses des politiques publiques aux défis qui sont les nôtres ne sont pas toujours en termes d'amplitude, d'efficacité, de précision, au niveau de ce qu'on pourrait en attendre dans l'idéal. Et donc, je crois que quand vous allez voir un chef d'État et que vous lui parlez des processus d'intégration régionale, il vous dit, bon, on verra ça après. Parce que là, tout de suite, il y a un pont qui s'est écroulé dans une des régions du Togo. Il faut envoyer des gens pour réparer ça. Il y a toujours des urgences. Donc, je crois qu'effectivement, on a du mal à mettre le curseur dans l'arbitrage court terme, moyen terme. Le deuxième élément qui me paraît important et qui dépasse l'économie, c'est qu'à mon humble avis, ce qu'on pourrait qualifier l'Afrique du haut et l'Afrique d'en bas ne sont pas connectés. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me frappe, c'est que nous avons une élite africaine formée dans les universités occidentales, pour la plupart, dont je suis l'archétype, mais qui n'est pas connectée aux réalités du terrain. C'est-à-dire que le mode historique de formation des élites africaines, c'est quand même de l'extraversion. Et ce qui fonde notre légitimité à diriger nos États, ce n'est pas une légitimité endogène portée par nos structures et nos réseaux traditionnels, mais c'est la conformité aux standards occidentaux ou internationaux, pour faire plus large. Ce qui fait que nous avons un travail de réimmersion dans nos sociétés d'origine pour pouvoir retrouver les clés du développement. Et donc, quand vous prenez l'Union africaine, quand vous prenez toutes nos structures régionales, vous voyez que vous avez des gens hors sol qui sont dans des débats qu'on pourrait avoir dans les salons occidentaux, mais qui ne sont pas forcément connectés à la vie des petits producteurs africains, de la petite revendeuse de tomates sur un marché africain, qui vit déjà l'intégration régionale comme une réalité. Je veux dire, n'importe quelle petite revendeuse d'un marché de Lomé sait qu'il faut s'approvisionner au Ghana, qu'il faut s'approvisionner au Nigeria, qu'il faut s'approvisionner au Bénin. Elle n'a pas besoin qu'on lui explique les vertus de l'intégration régionale pour ça. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment combler le milieu absent entre cette hyperstructure très bien formée aux standards internationaux et la réalité quotidienne des millions, de centaines de millions d'Africains qui vivent l'intégration régionale de toutes les façons. Quand vous voyez l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'histoire des migrations, c'est l'histoire des échanges, c'est l'histoire de mariage. Moi, ma propre épouse est malienne, mes enfants sont à la fois togolais et maliens. Elle est musulmane, je suis catholique, et ce n'est pas une exception. Nous sommes déjà intégrés, mais les structures qui portent l'intégration de manière formelle n'arrivent pas à finalement intégrer cette intégration par le bas qui est déjà une réalité. Après, le troisième point que je pourrais donner, mais en tant qu'ancien agent de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est que nos mécanismes de sanctions par rapport au non-respect des règles communautaires ne sont absolument pas crédibles. Et donc, les directives que nous édictons, lorsqu'elles sont violées, il n'y a aucune sanction crédible. Ce qui fait que petit à petit, les États les plus vertueux
se retrouvent finalement, comme vous m'excusez l'expression, des dindons de la farce. Sur les charges à l'essieu, nous au Togo, nous respectons les règles communautaires, ce qui fait qu'il y a des camions qui ne peuvent pas circuler sur les routes du Togo. Mais ces camions sont autorisés dans des pays voisins. Et donc, vous voyez tout de suite que les ports de ces pays voisins retrouvent de fait un avantage, c'est que des camions surchargés peuvent circuler sur leur route. Et donc, je pourrais multiplier les exemples, mais ce problème d'absence de crédibilité des sanctions me paraît fondamental. Et un quatrième point intéressant, c'est qu'il y a quand même un processus d'intégration régionale, un processus de normalisation qui s'effectue via le secteur privé. Et mon ami Jean-Joseph Boileau explique assez bien cela dans son ouvrage Shindy Afrique, hein, en prenant l'exemple des télécommunications et en montrant finalement qu'il y a ce trio MTN, donc l'Afrique du Sud, Orange, la France et l'Europe, et puis Airtel, l'Asie, arrivent par des processus de discussion, d'échange, de coordination, à créer des normes qui finalement intègrent l'Afrique, et même par la circulation des cadres, on arrive finalement à avoir une intégration via le secteur privé qui est tout à fait intéressant. Et c'est là où je pense que la clé de tout ceci pourrait être l'émergence d'une classe moyenne africaine. C'est-à-dire que ce milieu absent que nous devrions combler, c'est l'émergence de la classe moyenne africaine qui pourra permettre d'y répondre un peu. Et je crois qu'il y a beaucoup de groupes qui y travaillent. Quand je prends un groupe comme la CFAO, je vois un peu dans les hypermarchés à Abidjan, on essaie de faire travailler les producteurs locaux, que ces producteurs alimentent les supermarchés, les hypermarchés. Donc, il y a quand même des processus comme ça qui permettent d'avancer. Le cinquième point, c'est la préoccupation de Monsieur le Premier ministre, à savoir pourquoi finalement le multilatéralisme africain semble être assez dynamique. Moi, je crois que c'est parce que les États africains sont jeunes. Comme vous le savez, contrairement au processus historique, l'État en Afrique n'est pas issu de nations. Les États en Afrique ont précédé la construction des nations. Et ça, c'est une chance parce que, de fait, ça crée une capacité d'adaptation, une capacité de reconstruction des alliances qui peut permettre effectivement à l'Afrique d'emblée d'imaginer de nouveaux modes de vivre ensemble. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant à approfondir, cette capacité finalement des États africains qui sont très jeunes à accepter de se remettre en question et à faire du supranational, mais un supranational porteur. Et je crois que c'est très important. Mon sixième point renvoie à la préoccupation d'Étienne autour de la valeur ajoutée africaine qui est faible, de la compétitivité des économies africaines. Bon. En fait, mon point de désaccord avec Étienne, mais qui est un point tout à fait amical et pérenne, puisque ça fait longtemps que nous discutons, Étienne a tendance à voir l'Afrique comme un vaste marché. C'est-à-dire que l'idéal d'Étienne, quand il parle de l'Afrique, c'est un continent qui pourrait se résumer à un marché. Voilà. En fait, moi, je pense que l'Afrique devrait être un projet politique. Un projet politique, et c'est comme ça que le marché dont rêve Étienne pourrait être efficient demain. Parce que tant que vous n'expliquez pas aux gens pourquoi ils ne devraient pas se livrer à la corruption, alors que vous-même, en haut, vous êtes corrompu. Tant que vous n'expliquez pas aux gens pourquoi ils ne devraient pas dégrader les maigres routes, donc tant qu'il n'y a pas d'éducation, tant qu'il n'y a pas d'institution qui renvoie à notre façon de voir le monde, il sera très difficile de s'en sortir. Je donne un exemple. Étienne parle du secteur informel. Moi, j'ai toujours eu un problème avec cette expression, parce que le secteur informel, qui fait à peu près 80% de l'économie africaine, il est informel quand on se positionne en dehors de l'Afrique.
C'est-à-dire que quand la norme à partir de laquelle nous jugeons cette économie, c'est la norme des économies développées. Parce que cette économie informelle, ce sont des institutions endogènes de l'Afrique. C'est comme ça que nous vivons. C'est l'État qui est importé. Si je reprends la belle expression de Bertrand Badi, c'est l'État africain qui est importé. Et donc, on ne peut pas qualifier d'informel le mode de vie de 80% d'une population. Informel par rapport à quoi? Donc, c'est pour ça que je préfère l'expression d'économie populaire. Et une fois ceci dit, tout ce que dit Étienne fait sens. Nous devons construire les économies africaines, les marchés africains, à partir de la vision africaine. Et c'est pour ça que nous avons toujours eu, Étienne et moi, cette discussion autour de la monnaie qui me semblait révélatrice d'une forme d'extraversion. Vous savez, Jacques Rueff disait la monnaie, l'espace dans lequel se joue le sort de la liberté politique et le destin du développement économique. Et donc, quand je parle de la monnaie, c'est juste une illustration pour dire que ce qui se joue aujourd'hui en Afrique, c'est la capacité des institutions africaines à porter un marché qui lui-même va être un facteur de prospérité partagée. Et c'est là où, effectivement, nous devons aller regarder ce que j'appelle les solutions africaines, aller regarder au plan microéconomique, au plan mésoéconomique, ce qui marche en Afrique, ce qui ne marche pas, pourquoi certaines choses marchent, pourquoi d'autres semblent moins marcher, et que petit à petit, on puisse créer comme ça une sorte de compendium. Et pour revenir et terminer là-dessus, je crois qu'on ne va pas réinventer la roue. Il y a 5 facteurs pour l'émergence que nous connaissons, que l'Asie a connus. Ils sont simples, c'est le travail. On en a parlé. 40% de la population africaine a moins de 15 ans. C'est un défi majeur en termes d'emploi. Le capital, il faut qu'on puisse accéder au capital. Le progrès technique, j'en parle dans mon ouvrage, nous n'avons pas, au-delà de belles initiatives autour du numérique, de systèmes nationaux et régionaux d'innovation et de recherche, afin de créer de vraies trajectoires technologiques. 4e point, c'est la gouvernance. Étienne en a parlé, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut qu'il y ait le contrôle citoyen de l'action publique. Il faut que nous développions une capacité de redevabilité si on veut avoir la confiance de nos populations. Et enfin, la vision. Et la vision devrait être celle d'une prospérité partagée. Et c'est pour ça que je reste panafricaniste. Parce que si vous n'avez pas un narratif pour mobiliser les 2 milliards d'Africains que nous serons d'ici 2050, on ne pourra pas gérer la stabilité du monde, au-delà de la stabilité de l'Afrique. On ne pourra pas gérer la stabilité du monde. Il faut un narratif africain puissant qui puisse mobiliser les jeunesses africaines vers des choses positives. Sinon, ces jeunes vont être récupérés par tous ces groupes irrédentistes, extrémistes, qui font déjà moisson dans l'espace ouest africain. Voilà, j'ai été un peu long, pardon, Monsieur le Premier ministre, mais les observations étaient très intéressantes. Ma question personnelle sur ce que vous venez de dire, je comprends tout à fait votre débat sur l'économie informelle et au fond sur la reconnaissance de vos normes culturelles, au fond de se dire n'imposez pas des normes culturelles qui ne sont pas les nôtres. Et au fond, voyons, avec les défauts que ça peut avoir, mais c'est très clair quand vous parlez d'économie populaire par rapport à l'économie informelle. Mais à partir du moment où vous mettez comme ça des normes culturelles importantes, comment il peut y avoir compatibilité entre des cultures qui risquent d'être fondamentalement différentes, notamment dans le débat de la formation et dans le débat du numérique? Parce que sur ces sujets-là, au fond, on est avec des locomotives qui, d'une certaine manière, écrasent peut-être les divergences culturelles. Et donc, là, on risque d'avoir vraiment une sorte de rouleau compresseur de cette révolution qui arrive. Je pense qu'en matière de formation, c'est quand même essentiel de s'adapter à la nouvelle donne, mais elle va être aussi très révolutionnaire, cette norme-là. Et donc, je vois bien tout l'intérêt qu'il peut y avoir, compte tenu des circonstances internationales, compte tenu au fond du potentiel africain
d'avoir, disons, ce retour sur le narratif africain, tout en faisant en sorte qu'il y ait compatibilité avec les autres narratifs voisins. Et donc, on voit bien que, compte tenu de l'histoire, on risque d'avoir un certain nombre d'irritations qui bloquent le système. Je donnais une réflexion. Je vais demander à Jean-Michel Severino rapidement et à Étienne Giraud s'ils ont des réflexions à mener en conclusion pour vous laisser, Monsieur le ministre, le dernier mot. Jean-Michel Severino, vous m'entendez? Il ne m'entend pas. Étienne, vous m'entendez? Oui, oui, je suis là. En attendant que Michel revienne, trois très brèves observations. D'abord, Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de l'impact du Covid. Je voulais vous apporter un témoignage. Nous avons eu le conseil d'administration du CIAN il y a 3 jours où on a été en contact avec à peu près 18 ou 20 des plus grands groupes français installés en Afrique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, le Covid a un impact, mais beaucoup moins fort qu'on ne pense. Et en dehors de quelques secteurs qui sont si distincts, voire moribonds, je peux témoigner que la majeure partie des entreprises qui sont autour de la table ont dit que, en gros, leur volume et leurs affaires n'avaient quasiment pas baissé par rapport au premier semestre 2019. Bon. Alors, par contre, les secteurs totalement sinistrés, c'est l'hôtellerie et le tourisme, 90% de baisse, et là, donc, on arrive à une situation de mortalité probable, très importante, et deuxièmement, le transport aérien. Il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que le premier impact du Covid, en ce moment, au jour le jour, qui touche les entreprises, c'est l'impossibilité de voyager. Ça, c'est un grand frein. Et je pense que si on continue notre œuvre collective, tous, que nous sommes ici ce matin, par exemple, de plaidoyer pour faire comprendre aux entreprises que l'Afrique et la croissance et les possibles investissements en Afrique, ça ne dépend pas du Covid, mais ça dépend de la population, du dynamisme de ce continent. Tout ce qu'on sait est que c'est du long terme et qu'il ne faut pas s'accrocher au blocage actuel. Et une fois qu'on pourra revoyager, je ne vois pas vraiment pourquoi il ne reprendrait pas le chemin de ce continent, à condition qu'on continue à le plaidoyer. Première remarque. Deuxième remarque rapide pour Kako. Mon cher Kako, tu m'as un petit peu taquiné en me taxant de limiter ma vision à un grand marché, que l'Afrique était un grand marché unique. Non, je voulais simplement dire que les conditions de création de richesse et de lutte contre la pauvreté nécessitent des investissements et qu'il faut, pour les réussir, une certaine taille de marché. Loin de moi l'idée d'oublier l'aspect multiculturel et la richesse de ce continent, et ça n'est pas cette vision de marché agrandi, n'est absolument pas antinomique avec un aspect multiculturel aussi bien politique que sociologique ou que social. Et enfin, le dernier point sur la formelle, dernière remarque, et après j'en aurai terminé, pour dire que tu veux l'appeler économie populaire, pourquoi pas, mais simplement le vrai problème du secteur informel, c'est qu'il y a 20 ou 30% des entreprises et de la population qui supportent les travaux et les investissements nécessaires pour la totalité de la population. Je pense à la formation, aux infrastructures et aux investissements en santé. Et donc, tant qu'on ne mutualisera pas davantage cet effort de toute la population pour mettre en place ces infrastructures, il n'y aura pas un environnement favorable. Et j'ajoute qu'elle en bénéficiera évidemment. Voilà, Monsieur le Premier ministre, les 3 petites remarques que je voulais faire. Merci. Jean-Michel Severino, un mot de conclusion de nos échanges. Avec plaisir, et pardonnez-moi, en fait, j'étais bien avec vous, mais je n'arrivais pas à me reconnecter en vidéo et en micro. J'appuyais désespérément sur le bouton sans succès. Mais donc, moi, j'ai écouté avec intérêt et Kako 3 très brèves remarques. La première, c'est que j'ai bien noté le discours de Kako sur le propos de Kako sur la dictature de l'urgence et face aux conséquences structurelles, aux transformations radicales et aussi l'insuffisante connexion face à des élites économiques ou politiques par rapport aux réalités de terrain, au développement endogène. Et ce sont des choses qui sont à la fois fortes, mais très structurelles et qu'il est très difficile de bouger. Donc je ne sais pas si j'en retire des inspirations pour l'action ou un petit peu de pessimisme sur la rapidité avec laquelle le cours des choses va changer.
Et si c'est le cas, eh bien, que ce soit pour Étienne, et dans une perspective plutôt d'investissement étranger, ou que ce soit dans une perspective de croissance endogène, c'est effectivement inquiétant ou dommage, parce que ça va inévitablement peser sur les perspectives de croissance des prochaines années. Deuxième bref remarque, je crois que malheureusement, les propos de Kako sur les degrés relatifs de priorité sont bien illustrés par les premières réactions de politique publique face à la crise du Covid. Une des choses qui m'a frappé depuis 6 mois, c'est que à la fois les réactions de la communauté internationale et des gouvernements pour tenter d'aider les gouvernements africains ou de permettre aux gouvernements africains de faire face à la crise économique ont été beaucoup centrés sur le financement du déficit budgétaire et la balance des paiements. C'est la dette, c'est la mobilisation de capitaux, c'est les infras. Et en fait, un des grands oubliés de tous les propos est un sujet qui pourtant, par exemple en Europe et en France, hein, je pense bien sûr au pays où nous sommes aujourd'hui, occupe le devant de la scène, c'est le sort des entreprises. Je suis très frappé de l'extraordinaire différence qu'il y a entre, par exemple, l'ampleur des moyens que le gouvernement français a alloués au secours aux entreprises, que ce soit à travers les prêts, les interventions de BPI, les fonds propres. Enfin, c'est un compartiment très important et qui, par ailleurs, repose sur une certaine réflexion de l'insuffisante compétitivité de l'offre française et qui fait qu'un plan de relance par la demande file immédiatement au déficit budgétaire, etc., etc. Donc, il y a une réflexion économique et une stratégie bien appuyée. Et le fait que ces débats semblent assez largement absents ou quand ils existent, sont en mode très mineur par rapport à ce que nous voyons ici. Alors, et pourtant, même si effectivement l'ampleur de la crise sanitaire est très différente en Afrique de ce qu'elle est en Europe, le choc économique est très profond. Ça a été rappelé, et beaucoup d'entreprises sont dans une situation excessivement difficile, que ce soit pour des problèmes de trésorerie ou pour des problèmes demain de croissance de chiffre d'affaires. Donc ça peut être un signe du fait qu'on raisonne dans des catégories où finalement la compétitivité intérieure, le rôle du secteur privé, des PME, des boîtes africaines n'est pas véritablement internalisé par les gouvernements, pas suffisamment. Mais peut-être que Kako a un mot là-dessus. Et puis, bon, je crains qu'on soit arrivé au bout, donc je ne sais pas si Kako aura un mot, mais j'aurais une micro-frustration. C'est que j'aurais bien aimé, puisqu'il a beaucoup intervenu sur ces sujets, entendre Kako s'exprimer sur les imbroglios actuels de la situation relative à la gestion du franc CFA et à l'émergence de l'écho, savoir qu'est-ce qu'il pense de cela. Ça sera peut-être pour une autre fois. Non, ça peut être autour, parce qu'en effet, on attend un peu cela. On a tourné autour du sujet pendant 1h30 sans rentrer dedans, mais je pense que c'est tout à fait intéressant que Kako puisse nous donner son avis sur ces sujets, mais d'une manière générale, de pouvoir conclure. Vous avez le dernier mot, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci Jean-Michel, merci Étienne. Sur la question monétaire, nous sommes dans un processus de transition monétaire du franc CFA à l'éco qui va poser beaucoup de problèmes. Moi, j'ai défini un certain nombre d'options, mais ce qui me paraît vraisemblable pour les années à venir, c'est qu'on parte de l'actuelle zone CFA Afrique de l'Ouest, dans ce que nous appelons l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine, lever les symboles historiques qui posent problème, dont le changement de nom. C'est pour ça que j'ai salué à titre personnel la décision prise à Abidjan le 21 décembre dernier par les présidents ivoiriens et français, et qu'on puisse petit à petit intégrer des économies qui ont le même profil d'exportatrices de produits agricoles, et qu'on rentre dans une deuxième phase plus tard de négociation avec le géant qu'est le Nigeria. Et donc, je crois que ce à quoi nous allons être jugés, c'est ce que j'appelle un double test, un test de crédibilité pour les dirigeants africains, donc dans leur capacité à faire aboutir un processus de transition monétaire. C'est difficile, mais on peut y arriver.
et pour la France, ce que j'appelle un test de sincérité, donc prouver la volonté de Paris de passer à une autre étape dans ses relations monétaires avec l'Afrique zone franc. Pour revenir à une des préoccupations issues de mes propos précédents de Monsieur le Premier ministre, je ne voudrais pas donner l'impression d'être un culturaliste forcené, non. Un de mes auteurs favoris, c'est Albert Memmi, qui écrivait dans Le Portrait du colonisé, la science n'est ni noire, ni blanche, ni jaune, il n'y a que deux manières de couler le béton, la bonne et la mauvaise. Et donc, je partage avec vous cette idée de l'universalisme scientifique et de l'impératif d'être sérieux dans la gestion. Ce que je voulais simplement mettre en évidence, c'est le fait que ces 40 dernières années, nous avons subi les programmes d'ajustement structurel, ce qu'on appelait communément le consensus de Washington. Et ce que je reproche à ce consensus de Washington, c'est d'avoir fait passer de simples méthodes gestionnaires en projets de société. C'est-à-dire que les dirigeants africains n'ont plus senti le besoin de construire des projets de société. Ils ont utilisé les programmes d'ajustement structurel comme des prêts-à-porter et des prêts-à-penser. Et donc, je crois que ce qu'il y a de fascinant dans la période que nous vivons, et c'est ce qui me rend optimiste et déterminé, c'est que c'est une des rares fois depuis les 60 dernières années que l'Afrique est autorisée à penser par elle-même et à imaginer les modalités de son insertion dans l'économie mondiale. Et ça, c'est passionnant. Et je crois que c'est pour ça que nous faisons face à toutes ces incertitudes, mais ce sont des éléments qui devraient nous permettre de construire de nouveaux paradigmes, d'échanger ces paradigmes avec ce qui se passe dans le reste du monde, afin que nous arrivions ensemble à ce que j'appelle un schéma de prospérité partagée. Et donc, loin de moi toute idée ou tout sentiment de pessimisme, je suis plus déterminé que jamais et je sais qu'avec l'Europe, nous avons un destin partagé. Merci encore. Merci beaucoup, et notamment pour cette conclusion positive qui est assez mobilisatrice et qui fait que finalement, dans ce brouillard général, ceux qui ont des anti-brouillards peuvent peut-être essayer de percevoir les perspectives d'avenir et faire de cette difficulté un challenge, et notamment, vous le disiez tout à l'heure, de faire émerger face aux incertitudes des leviers pour cette intégration. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Étienne Giros, Monsieur le Président, de votre disponibilité ce matin dans votre salle magnifique où vous êtes quand même globalement un peu seul dans cette période de Covid, mais on est très heureux de vous avoir eu. Et merci à Jean-Michel Severino, merci aussi de sa fidélité à toutes les initiatives de la Fondation pour la prospective et l'innovation. Et merci à toute l'équipe de l'AFPI qui a monté ce webinaire et qui en monte aujourd'hui plusieurs autres sur les grands sujets qui préoccupent les membres de la Fondation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. À bientôt et bon courage aux uns et aux autres dans ces périodes d'incertitude pour trouver les chemins de l'avenir. Au revoir.